Bonsoir à toutes et tous. Il me revient, comme de coutume, d'ouvrir le Voix au chapitre numéro 8, 9, Jérôme, je ne sais plus, 9 9, Voix au chapitre 9. Je suis extrêmement heureux d'accueillir Jocelyne Daclia avec un livre très imposant. Je vais vous faire un aveu, je ne l'ai pas lu entièrement. Mais je suis persuadé que Céline, Alain et Anne ont pris le temps de le lire et j'ai pris le temps de lire l'introduction. J'en suis désolé, Jocelyne, mais je finirai le livre pendant l'été et je peux vous inviter à lire au moins l'introduction si vous avez beaucoup de temps et lire le reste pendant l'été. C'est un modèle du genre, un modèle méthodologique, un modèle de finesse aussi théorique et avec une profondeur et une sobriété que j'ai trouvée extrêmement stimulante. Donc un très très bon Voix au chapitre et je vous laisse entre les mains expertes de Rainer Maria Kiso. Merci beaucoup, merci Jocelyne. Merci beaucoup Romain. Alors je suis ni expert ni spécialiste, mais donc bonjour à tout le monde. Je suis très heureux, on est très heureux que vous soyez là justement à la 9e édition donc. Jocelyne Daclia, je vais peut-être d'abord aussi dire bonjour à Franz, je sais pas Franz, moi je dis Franz, mais peut-être Franz, Olivier, donc l'éditeur de Anacarsis, de la maison d'édition de ce beau livre, dans quel travail, aussi pour vous d'ailleurs. Il s'agit quand même de 2000 pages, donc c'est 3 livres, si je vois bien, voilà. Et donc j'ai l'habitude depuis la dernière fois, depuis la 8e, de Voix au chapitre, de présenter les collègues, parce qu'il s'agit ici, en fait ici on est une brochette de collègues, pour ainsi dire, on est tous de l'EHSS, on est tous directrices, directeurs d'études, donc voilà, donc j'ai pris l'habitude de mentionner, comme pour présenter un peu, notamment les chairs, parce que les chairs sont toujours très parlants concernant ce que les uns et les autres font, donc Jocelyne Daclia qui a occupé la chaire des modèles politiques dans l'islam méditerranéen et frontières culturelles, donc historienne et anthropologue. Elle a travaillé auprès des Annales, de l'UNESCO, aussi du MUSEM à Marseille. Et je vais faire ça aussi de la même manière pour les autres. Je vais juste nommer, pour vous mettre au goût, quelques beaux titres de ces que moi j'ai jugé de beaux, des beaux titres des livres ou contributions de Jocelyne. Donc je les nomme comme ça vous évoque peut-être quelque chose. Donc l'oubli de la cité, le divan des rois, l'empire des passions, lingua franca, Tunisie, le pays sans bruit, et maintenant donc les harems ou harem et sultan. Donc on est très heureux de discuter ce soir ton livre, et tes livres plutôt. Vont donc discuter cet ouvrage, disons ça comme ça, donc nos 3 collègues. Comme toujours, je fais ça aussi de manière alphabétique. Donc Céline Béraud, ici à côté, donc la chaire genre et religion, sociologue, des travaux sur des questions du genre et de la sexualité au sein de l'Église catholique, donc abus sexuels, célibat imposé aux prêtres. Et donc depuis, je fais ça un peu succinct parce que sinon, voilà, on pourrait dire bien sûr, on pourrait en dire beaucoup plus, mais il s'agit de dire ça un peu de manière que ça vous évoque quelque chose justement. Donc depuis, et on va donc voilà, on va aller encore un cran au-dessus. Donc depuis octobre, si je ne me trompe pas, 2024. Donc depuis quelques mois, elle préside, Céline, la commission d'enquête autour des, alors après, agissements, actes, abus sexuels de l'abbé Pierre. Donc aussi quelques beaux titres. La bataille du genre, le catholicisme français à l'épreuve de scandales sexuels, et un peu plus ancien,
les anciens amours peut-être, je ne sais pas, de la religion en prison. Alain Delissen, donc sa chaire s'intitule Histoire de la Corée moderne, donc historien, spécialiste de la Corée coloniale, donc 1905-1945, mais aussi de l'histoire moderne, notamment des travaux importants et très connus sur la ville de Séoul, et ça depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Hein. Alors là, des beaux titres aussi également, hein, donc alors Jeux olympiques et aménagement urbain, mais aussi par exemple un titre Oulipo de la Corée avec rétroviseur, hein, très intéressant. Il est aussi traducteur, hein, mais c'est pas là c'était pas sa traduction à lui, mais il a fait une préface à la traduction française du roman coréen, et ça vient de paraître, Une journée dans la vie du romancier Gubo, ou Gubo, je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Anne Lafont, qui est, alors je ne sais pas si je puis dire ça comme ça, mais qui est une sorte d'habitué, hein, parce que voilà. Alors non, mais il y a des habitués dans les cafés, il y a des tables qui sont qui sont dédiées aux habitués. Donc Anne, qui je crois la troisième fois, mais peut-être je me trompe. Alors au moins la deuxième fois, mais je crois la troisième fois déjà ici. Donc la chaire s'intitule Histoire de l'art et créolité. Donc une historienne de l'art, spécialiste de l'art pictural du XVIIIe au XIXe siècle, en particulier la représentation des corps noirs à l'époque de l'esclavage, la place de l'art noir et relation à l'héritage colonial et post-colonial. Hein. Bon, aussi là des beaux titres. Hein, donc 1740, l'abrégé du monde. Plume et pinceau, donc Femmes et l'art en Europe, Fabric, Skin and Color, l'art et la race, une africaine au Louvre en 1800, la place du modèle, l'Afrique et le monde, et aussi Poi il museo fare giustizia, ça me parle en tant que juriste et aimant de la justice, bien sûr, beaucoup. Alors, donc Jocelyne, je pense que tu es au courant. Tu commences. Tu commences, alors pas trop longtemps, mais pas trop brièvement non plus. Donc voilà. Et après, on va enchaîner par ordre alphabétique, tout simplement. Voilà, je t'en prie. Merci beaucoup, merci pour ces présentations et merci pour cette invitation. Merci à mes collègues qui ont pris le temps de s'immerger dans la lecture de ce livre, et je sais ce que ça suppose de générosité, pas seulement quand le livre est gros. Merci à l'école, parce que ce livre est en grande partie un produit de mon inscription dans l'école, de mon histoire à l'école, à l'EHESS. Je l'ai porté pendant longtemps, même si la rédaction est récente, très récente. Et il reflète au fond toutes les tensions, mais aussi tous les espoirs qui ont traversé ma carrière d'historienne à l'école des hautes études. D'ailleurs, c'est un point notable. Au début, on me disait historienne et anthropologue. Maintenant, je me définis plus comme historienne. Là, c'est un peu la discipline et l'école peut-être qui a changé, mais on pourra y revenir. En tout cas, ce livre, il a été possible grâce à l'école, qui m'a permis de trouver l'énergie et la liberté pour le concevoir. Je ne dirais pas le temps, mais l'énergie et la liberté nécessaires pour venir à bout de ce projet. Et je remercie aussi les éditions Anacarsis, en la présence de Franz Olivier ce soir. Les éditions Anacarsis, dont les éditeurs ont eu beaucoup d'intelligence et de générosité en acceptant que rien ne soit coupé du texte et en se démenant pour produire un objet éditorial
non seulement conforme à ce que je pouvais rêver, mais encore plus beau, quoi. Le CRH a apporté une subvention à l'édition et je remercie chaleureusement mes collègues du CRH. Mais ce livre, c'est important de le dire, n'est pas de ceux qui sont portés par des subventions, qui sont entièrement financés par des institutions. Il y a eu une vraie prise de risque éditoriale pour laquelle vraiment j'exprime ma gratitude à Anna Karsis. Alors, c'est le livre d'une carrière, sans doute, parce que quand j'ai été recrutée à l'école, je ne sais plus si c'est en 1990 ou 91, en tout cas 2 événements majeurs et rapprochés, ou 2 crises majeures, ont vite saturé à la fois notre espace scientifique et le débat public. Ça a été la crise du voile, qu'on appelait la crise du foulard à l'époque, et la guerre du Golfe. Donc 2 déflagrations majeures dans le rapport à l'islam au sens large, pour notre communauté scientifique, pour la France, pour l'Occident, pour le monde. Et ça m'a beaucoup secouée parce que se positionner, même de manière intime et personnelle, par rapport à ces 2 enjeux, ça n'a pas du tout été évident. Et tant la crise du foulard et ses conséquences que la guerre du Golfe amenait à des déchirements dans les relations avec des proches, avec des amis et bien évidemment avec des collègues. Donc ça a été un moment spécialement difficile et je ne vais pas dérouler spécialement ce fil sur lequel on peut revenir, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'emblée, dans ce moment, la question des femmes, la question du voile et donc du harem, la question des femmes dans l'espace public ou de leur absence dans l'espace public et la question du despote avec Saddam Hussein, ces questions se sont trouvées d'emblée conjointes et intriquées ou sont apparues comme telles, car elles l'étaient déjà en réalité. Donc, dès le début de ma carrière professionnelle, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas étudier une société arabe, arabophone, maghrébine, musulmane, islamique, en faisant abstraction de ce contexte et de ce climat qui est vite devenu oppressant. La sérénité était difficile et donc j'ai toujours voulu pratiquer depuis ce moment une recherche qui soit à la fois une recherche évidemment exigeante, comme le veulent les critères de l'école, bien sûr, mais une recherche en rapport constant avec les autres aires de la recherche, et pratiquer en même temps, donc pour sortir d'une stigmatisation, pour sortir des cloisonnements et de l'enfermement, et en même temps une recherche qui soit toujours ouverte sur le débat civique, qui tente d'apporter des éléments de réponse citoyens. Et je voulais absolument contribuer à dénouer ce qui était verrouillé et de plus en plus verrouillé. Et donc ce livre, il est venu vraiment s'inscrire dans ce double engagement pour moi. Il a été précédé de 2 publications sur la question du politique qui viennent d'être mentionnées, Le Divan des rois et l'Empire des passions. Mais j'ai commencé à publier de courts articles sur le harem dès la fin des années 1990. Donc la gestation a été très, très longue, même si discontinue. Alors ce livre en 3 tomes, il essaye de prendre à bras-le-corps la question lancinante de qu'est-ce qui ne va pas au juste dans l'islam avec un grand I, c'est-à-dire dans les sociétés islamiques ou sous le sceau de l'islam. L'idée d'une pathologie sociale est totalement passée dans le sens commun, non seulement en France ou en Europe, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, où on a largement intériorisé l'idée que quelque chose n'irait pas dans le rapport aux femmes, n'irait pas dans le rapport au corps, dans le rapport à la sexualité, et bien sûr dans le rapport aux politiques, avec l'idée d'une fatalité despotique ou une inscription, une aptitude quasi ontologique à la démocratie qui serait caractéristique de ces sociétés. Et donc la question à poser comme point de départ, ou l'ensemble de questions à poser comme point de départ, c'est mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Depuis quand
tel problème est-il constitué comme problème, constitué par qui? En quoi est-ce spécifique? Est-ce que c'est réellement différent dans d'autres sociétés, d'où le Maroc et ailleurs? Jusqu'à quel degré? Et donc, tout remettre à plat dans la mesure des moyens d'un seul homme ou d'une seule femme. Or, ces questions, beaucoup d'historiennes, en réalité, se les posent. Il y a une grande vitalité de la recherche à l'heure actuelle sur le monde arabe et islamique. Véritablement une très grande richesse de la production scientifique depuis quelques décennies, surtout depuis 2001, parce que paradoxalement ça a suscité beaucoup de vocations, un grand intérêt pour ces sociétés, et aussi parce que des fonds ont été débloqués, il y a eu des crédits de recherche, enfin en tout cas il y a une quantité de publications impressionnante, mais de publications dont beaucoup sont d'une très grande qualité et sont très novatrices. Et avec beaucoup d'avancées. Par exemple, je prends un exemple pour moi crucial et absolument essentiel, c'est la notion de déclin, par exemple, est remise en question. L'idée qu'il y a eu un déclin du monde arabe, du monde musulman, cette idée est remise en question très largement aujourd'hui dans l'historiographie. Et donc, le problème, c'est que tout ça ne passe pas dans la conversation courante sur l'islam, sur les musulmans. Au contraire, dans ce débat public, on assiste plutôt à une forme de régression argumentative. On revient à une historiographie obsolète qui fait foi. Et là, il y a une disparité, il y a une déconnexion qui est absolument saisissante. Et on voit au contraire une cristallisation un peu forcenée sur la question des femmes, sur la question des minorités sexuelles, avec l'idée clé de l'oppression politique qui se confond avec une oppression sociétale finalement. Le despotisme se joue à la fois sur la scène politique et sur la scène domestique. Et quand on a dit ça, généralement, on n'y regarde pas de plus près. Alors que, j'y insiste, les enquêtes, les études se multiplient pour dissiper beaucoup de stéréotypes et beaucoup de schèmes interprétatifs devenus obsolètes. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est déjà donner à voir toute cette effervescence, toutes ces remises en question d'un grand récit de la faillite collective, sans apologie bien sûr, mais restituer tout simplement l'image de sociétés qui bougent, qui sont mobiles, en action, en évolution, avec une actorialité possible pour les femmes, de toutes conditions sociales d'ailleurs, et pour d'autres catégories supposées soumises, notamment pour les catégories serviles, enfin pour les esclaves et dépendants, sans idéalisation, mais sortir en tout cas du schème de la société prostrée et puis des femmes collectivement victimes, toujours vues comme des sujets inertes, simplement déjà en rendant compte de tout ce qui se fait partout, ou à peu près, dans différentes universités dans le monde, évidemment dans les langues européennes, mais dans la mesure du possible aussi et d'abord dans les universités du Sud, du Maghreb, de Turquie. Et ensuite, pour mon enquête personnelle, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit gros, parce que là, il y a vraiment une logique de la preuve. Je veux dire, c'est pas un essai, c'est pas opinion contre opinion. Il faut vraiment montrer preuve à l'appui, donner du poids aux arguments. Et à nouveau, je remercie Franz de n'avoir coupé qu'une seule note sur 1 million de notes. Bon, une note inutilement polémique, avait-il dit. Oui. Bon. Et pour mon enquête personnelle, j'ai choisi en quelque sorte de privilégier les angles morts, les zones grises, le Maghreb, parce que le Maghreb est toujours sous-étudié, voire mal aimé,
à l'exception de l'angle colonial. On pense toujours à la question coloniale lorsqu'il est question du Maghreb, donc c'était important de lui redonner une forme de dignité ou d'aura historiographique. Le Maroc est toujours sous-étudié par rapport à d'autres grands empires islamiques, empire ottoman, empire séfévide, empire moghol. Lorsque on fait de l'histoire du monde, il y a de plus en plus évidemment de livres à l'échelle du monde. Il y a une sous-représentation donc de cet espace, et il a été notamment oublié, le Maroc, dans la philosophie politique européenne. On a perdu de vue que face à la centralité du despote ottoman, il y avait une déclinaison marocaine du despotisme. Il y a eu toute une pensée du Maroc dans la philosophie politique européenne des Lumières qui a été depuis perdue de vue, occultée. Alors pourquoi occultée, pourquoi disparue, pourquoi disqualifiée ? En fait, l'ensemble de ces sociétés ont été disqualifiées et leurs gouvernants décriés. En grande partie, ça m'est apparu pour des raisons raciales. Il y a eu une déclinaison raciale du despotisme, et cette émergence de la question de la race et de la négrophobie, je ne l'avais pas pleinement anticipée dans la conception de ce livre. Je savais qu'elle serait présente, mais pas à ce degré et pas avec cette chronologie. Elle s'est véritablement imposée comme centrale au fil de l'enquête, déclinée au masculin ou au féminin d'ailleurs. Donc pour conclure trop rapidement, parce que je ne peux pas résumer l'ensemble du livre, j'ai essayé de faire, je ne veux pas dire une histoire totale parce que ce serait prétentieux, mais au moins une histoire à rebours ou alternative ou qui tienne de la contre-histoire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déconstruire les stéréotypes, les clichés. Il faut certes partir des stéréotypes, partir de cette idée de la condition féminine comme métonymie de la société bloquée, de la société en panne. Et là, j'ai essayé de reconstituer la généalogie d'une barbarisation, ce qui est une déconstruction. Mais l'enjeu, c'est de rebâtir une autre trame historique, plus contre-intuitive, de sortir de cette position finalement de dénégation, de réfutation, pour proposer un autre schéma. C'est pour ça que déconstruire ne suffit jamais. Et donc montrer qu'il y a de la fluidité, de l'interaction, de la négociation, là où on ne voit que oppression et désordre, restituer certes la violence et les faits de domination, mais mettre au jour aussi les actorialités, y compris les actorialités féminines, et qui sont des actorialités légitimes. J'insiste, à tous les degrés de l'échelle sociale, avec des rôles politiques féminins, enfin, avec des rôles politiques qui n'étaient pas nécessairement genrés et spécifiques. Alors l'iconographie a occupé une place importante, voire décisive dans ce projet. C'est un point essentiel pour moi. Finalement, proposer une alternative à l'orientalisme pictural qui sature notre imaginaire, spécialement d'ailleurs, j'insiste, dans le cas du Maghreb, qui n'a pas de tradition iconographique, où il y a un interdit de la représentation figurée, et donc il n'y a pas de tradition de la miniature de cour, comme on peut avoir dans l'Empire ottoman, je pense par exemple à un roman d'Orhan Pamuk, ou dans l'Empire séfévide ou moghol, où on a toute une représentation endogène du pouvoir et de la vie quotidienne. Et également, là, on n'a pas cette tradition figurative, et donc de manière rétrospective, la production picturale du XIXe siècle, la production orientaliste, tente à envahir le vide, à combler le vide. Et c'était très important pour moi de, sans renier l'orientalisme en tant que tel, le remettre à sa place, et puis montrer des femmes pour chaque époque, montrer notamment des femmes dans l'espace public, au travail, sur les routes,
et pour les grands gynécées royaux, princiers ou de grands dignitaires, montrer les chevauchées des harems, leurs itinérances à travers le pays, des femmes à cheval, et non pas enfermées dans les gynécées à moitié nues, étendues sur des sofas. Et donc, ces grandes chevauchées supposaient aussi, bien sûr, des contacts éventuels avec les acteurs locaux, des rôles dans la politique locale, etc. Et ça amène, au-delà des constructions, l'idéal, c'est de pouvoir arriver avec une force de proposition, c'est-à-dire, en gros, d'initier les questionnements au lieu de les subir, d'interpeller au lieu d'être interpellé sur la question de l'islam, et composer une autre lecture de ces sociétés, plus alertes, diverses, complexes, agréables, j'espère, et qui inspire les relectures du présent, qui donnent des arguments pour le présent en défatalisant finalement l'analyse culturaliste du passé, avec ces victimisations systématiques et rétrospectives de la question des femmes. Et donc, pour conclure, d'une certaine façon, j'invite à lire. Il y a des problèmes du présent, mais j'invite à les lire comme des problèmes du présent et à tenter d'en sortir en référence à un passé qui est un répertoire de références, un répertoire pour l'action possiblement, mais un passé en tout cas réhabilité ou revisité sans apologie. Merci, merci beaucoup Jocelyne. Donc on va procéder comme d'habitude. Donc Céline, je t'en prie. Merci beaucoup. Je dois avouer que j'ai été très impressionnée par cette œuvre absolument considérable et j'ai beau réfléchir pour essayer de trouver des équivalents, mais je n'en ai pas trouvé. En tous les cas, comme une entreprise individuelle, même si on sent que c'est une entreprise qui est en dialogue, qui a une dimension collective tout à fait évidente, mais avec une seule autrice tenant la plume de A à Z, je n'arrivais pas à trouver un équivalent. Et quand on voit des volumes comme ça, votre éditeur est là, c'est souvent des entreprises collectives. Et donc Et il faut l'ajouter, en plus, c'est écrit dans une langue très claire, avec un souci d'être largement comprise, une langue élégante et toujours soucieuse de la nuance. Donc, voilà déjà pour l'ouvrage. Quant à ma propre approche, elle est assez loin malgré tout, et donc j'étais assez intimidée parce que, comme l'a rappelé Rainer, je suis ni historienne ni spécialiste des mondes musulmans. Mais je dois dire que l'ensemble m'a vraiment captivée et a aussi beaucoup parlé à la sociologue que je suis et qui travaille sur les questions de genre et de religion dans les sociétés occidentales, pour le coup. Alors, ce que j'aimerais faire dans les quelques minutes qui me sont dédiées, c'est peut-être, ça a été très bien fait dans la présentation, mais peut-être mettre à nouveau en valeur le projet scientifique qui a vraiment cette originalité pleinement assumée d'être à la fois un projet scientifique et civique. Ça aussi, je trouve que c'est une très grande originalité, par cette façon dont il se saisit de questions de genre, de sexualité et de politique, et qui a indéniablement des retentissements potentiels sur le très contemporain et sur les sociétés européennes, donc sur les sociétés de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, en tous les cas très clairement sur la société française. Alors peut-être je vais commencer par des considérations un peu générales qui font que ce livre, qui est un livre vraiment d'historienne pour le coup, parle vraiment à la sociologue que je suis. D'abord, bien sûr, parce que se trouve clairement revendiqué dans l'ouvrage le recours au genre comme outil analytique qui, je cite, éclaire et permet de donner du sens à des faits sociaux historiquement avérés en contexte marocain comme en d'autres contextes islamiques. Et c'est une conception du genre non binaire, avec une attention qui est portée à ces identités de genre flottantes et indécises, qui ont été occultées, oubliées, et qui avaient cours au moins jusqu'au XIXe siècle, ces eunuques, ces travestis.
ces éphèbes qui sont pleinement intégrés à la vie ordinaire, y compris dans les fonctions politiques, administratives et militaires. Alors, ceci dit, c'est à la fois une conception qui s'inscrit vraiment dans les études de genre et qui, en même temps, assume parfaitement un biais féminin. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment est-ce que... alors, vous le dites vous-même en plaisantant un peu avec les personnes qui vous lisent, en disant on n'échappe pas aisément à l'histoire des femmes. Même si vous y échappez, me semble-t-il, très largement dans ce qu'elle pourrait être, cette histoire des femmes pourrait sembler datée, et c'est absolument pas le cas dans l'ouvrage, parce que vous assumez de chercher dans les sources ces femmes ordinaires, et de les voir là où les autres ne les avaient pas vues, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était effectivement extrêmement intéressant. Deuxième perspective qui résonne vraiment avec toute une série de travaux sociologiques aujourd'hui, c'est que cette attention au genre, elle se croise aussi, là aussi ça a été dit, d'une attention à la race, avec ce que vous avez dit sur le fait que c'est une question qui est apparue de plus en plus importante au fur et à mesure de la recherche, mais aussi à la classe sociale. Ça revient plusieurs fois, et notamment cette attention qui est portée au sein même des sociétés musulmanes, notamment de la société marocaine, où finalement l'altérisation qui joue par rapport aux hommes arabes ou musulmans, elle se rejoue en interne dans une altérisation qui est pour le coup une altérisation de classe à l'égard des hommes de milieux populaires qui sont présumés particulièrement rétifs à l'égalité de genre, des choses qui se jouent aussi tout à fait dans la société française, où c'est du côté des banlieues, du côté des milieux populaires que l'altérisation est construite autour aussi de ces questions de genre et de sexualité. Donc c'est une perspective intersectionnelle. Je ne crois pas que le terme est employé, enfin je ne l'ai pas noté, mais qui me semble mise en œuvre de manière extrêmement efficace et extrêmement convaincante dans l'ouvrage. Autre point, c'est que finalement, mais ça a été vraiment parfaitement illustré, donc je vais peut-être aller un peu plus vite par la présentation, mais c'est un ouvrage qui se positionne vraiment sur un enjeu très contemporain qui nous concerne, nous qui habitons une société européenne, puisque ces questions de genre et de sexualité, elles demeurent un marqueur extrêmement puissant d'une différence entre les deux rives, entre le nord et le sud de la Méditerranée, un marqueur extrêmement puissant de ce qui reste d'une fracture coloniale, qui et également ces questions de genre qui viennent dresser frontalement, c'est vraiment cette frontière symbolique extrêmement forte qui se joue non seulement entre les deux sociétés, les sociétés musulmanes d'un côté qui seraient marquées par cette haine viscérale de la confusion des sexes, par l'homophobie, la transphobie, et de l'autre côté des sociétés libérales qui, elles, bien évidemment, seraient, comme tout le monde le sait, très à l'aise avec les questions de genre et de sexualité, mais aussi comment ça se rejoue. Cette frontière, elle se rejoue en interne avec toute une série de stéréotypes qui continuent à produire, que ce soit le fantasme pornographique de la beurette, que vous mentionnez à un moment. Moi, je me souviens de l'article de Mathieu Trachman et d'Éric Fassin, où cette figure, bien sûr, de cette construction d'une masculinité toxique qui serait celle de ces hommes de milieux populaires issus des vagues migratoires postcoloniales. Et ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui très important sur ces questions qui lient genre, sexualité et politique, qui tournent autour de ces instrumentalisations qui sont faites à l'extrême droite et de plus en plus aussi à droite, et peut-être même au-delà, des questions à la fois féministes, de la cause des femmes, mais aussi de la cause LGBT+, à des fins d'exclusion, à des fins justement de construction d'une frontière qui semblerait indépassable, d'une altérité à la fois culturelle et religieuse, les deux se mêlant, et qui ferait qu'il y aurait une menace particulière qui émanerait de ces hommes porteurs à la fois de violences sexuelles et de violences LGBT-phobes.
C'est ce qu'on appelle le fémonationalisme ou l'homonationalisme. Il y a plusieurs paragraphes qui sont consacrés dans l'ouvrage. Et donc le projet, il est vraiment là, ça a été très bien dit, mais je le redis, c'est vraiment d'aller, avec les outils de l'historienne, interroger, déconstruire ce postulat d'une différence culturelle qui serait intangible entre l'Europe et l'islam et qui justement se jouerait au niveau de ces rapports de genre et de sexualité. Et il s'agit aussi, vous l'avez dit aussi, mais j'y ai été très sensible, de désingulariser cette question du rapport au genre, de désingulariser les sociétés islamiques, la société marocaine, mais pas seulement, en montrant que ce conservatisme des normes sexuelles et des normes de genre ne relève pas uniquement d'un conservatisme moral et religieux, qui serait d'ailleurs uniquement islamique, mais aussi d'une dynamique plus contemporaine qui met en jeu la question de la nation et des constructions de sa frontière. Et là, effectivement, c'est des choses qu'on connaît bien sur les sociétés européennes, que ce soit y compris sur la France. Et enfin, dernier point qui parle vraiment à la sociologue que je suis ou aux étudiants et étudiantes qui pourront lire le livre et qui ne sont pas nécessairement formés d'abord en histoire, c'est cette réflexivité qui est la vôtre, qu'on trouve vraiment à plusieurs moments dans l'ouvrage et que j'ai trouvé vraiment encore très intéressant dans la façon dont vous avez positionné le moment du début des années 90, à la fois l'affaire dite du foulard et la guerre du Golfe. C'est ce que nous, en sociologie, on appelle la positionnalité, que vous assumez complètement et qui fait que vous produisez le type d'histoire qui est celle que vous produisez, que vous assumez comme telle. Cette position à la croisée, justement, qui vient transcender ces frontières qui paraissent intangibles, indépassables, en tant que ce que vous êtes, ce que vous assumez être, cette universitaire franco-maghrébine entre Nord et Sud. Et c'est le sens de ces 3 volumes, mais c'est aussi le sens de toute votre œuvre, je pense, que justement de montrer l'importance de ces échanges, de ces circulations entre les mondes musulmans du sud de la Méditerranée et les sociétés européennes. Deuxième temps de ma présentation, je crois que vous nous donnez une très belle leçon de sciences sociales. Je crois que c'est vraiment une démarche un peu exemplaire de ce que peut être une entreprise de sciences sociales. D'abord par ce travail de déconstruction. Là aussi, vous en avez parlé, mais c'est extrêmement important. Déconstruction de toute une série de prénotions, de préjugés. Alors ça, on est vraiment dans une perspective quasi durkheimienne, des obstacles épistémologiques, mais aussi civiques et citoyens. Obstacles épistémologiques dont il est nécessaire de venir à bout pour arriver à saisir et construire scientifiquement l'objet dont il est question ici, le harem et les sultans, mais aussi un obstacle civique, citoyen, qui nécessite de changer le regard en sortant de ces représentations orientalistes que nous avons héritées, et ainsi, le mot est assez fort, de parvenir à pacifier la scène citoyenne. Et là, on voit toute l'ambition de l'ouvrage. Alors, j'ai le mot préjugé, rien que dans le premier volume. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un PDF et de ne pas avoir le livre, c'est qu'on peut faire des comptes. Le mot préjugé, il revient 14 fois, le mot cliché une trentaine de fois, le mot stéréotype tout autant. Il y a d'autres expressions comme, assez élégantes, comme cette notion de chimère orientaliste, autour de toute une série de thématiques qui ont été déjà évoquées. Je vais aller très vite, mais cette idée d'un monde islamique qui serait verrouillé, qui n'aurait pas accédé à la modernité, l'idée que justement le patriarcat serait à la fois le symbole et l'une des causes de cette non-entrée dans la modernité, l'idée d'une femme arabe soumise et sous le contrainte soit de l'autorité de son conjoint, de son mari, soit de celle de son père, celle aussi donc de femme à sauver, ça c'est des choses qui, dans le débat autour des questions de l'habillement de ces femmes est absolument récurrent, stéréotype des chrétiens qui viendraient sauver les femmes musulmanes, ça c'est encore quelque chose de très très puissant, et je pense que certains... c'est une conviction encore extrêmement forte, cliché du confinement domestique, cliché du puritanisme de l'islam, de l'homophobie qui serait elle aussi constitutive du monde islamique, cliché orientalisme, fantasme sexuel, etc., qui sont remises en cause finalement du lieu commun, celui, pour dire les choses de manière plus générale, celui de l'oppression du groupe sur les individus et en particulier de l'oppression sur les femmes.
Le but, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est pas juste déconstruire pour déconstruire, mais c'est passer par cette déconstruction pour proposer une autre trame historique, proposer cet autre schéma. Et je voudrais vraiment saluer le sens de la nuance qu'il a aussi, et je pense assez exemplaire d'une très belle entreprise de sciences sociales. C'est toujours hyper nuancé, hyper équilibré. Ces femmes, il ne s'agit ni d'en faire des figures passives, qui saturent nos représentations, mais ni non plus des origines disruptives. C'est pas les femmes puissantes, expression atroce en général, je veux dire, ou femmes d'exception. Non, c'est ces femmes qui ont des rôles ordinaires, non pas nécessairement ordinaires, mais en tous les cas, des rôles qui ne posent pas question, qui ne posent pas problème. Les fonctions sociales et politiques, administratives qu'elles peuvent occuper, eh ben, elles le font sans que ça suscite de scandales ou d'émotions particulières. C'est la même chose, je trouve, dans l'équilibre aussi, dans le rapport à la sexualité. Il s'agit à la fois de sortir de ces clichés hyper sexualisés, mais en même temps, vous montrer comment une lecture qui a pris complètement le contre-pied, lecture très puritaine, très austère, où on a l'impression, j'aime bien aimé l'expression, d'un ordre presque conventuel qui serait celui du harem, qui a été vraiment porté, et on comprend très bien pourquoi par toute une historiographie, finalement, eh ben, elle rate des choses, et qu'il s'agit de ne pas rater dans toutes ces transactions sexuelles plus ou moins clandestines, plus ou moins ouvertes, qui font aussi plus ou moins contraintes, qui font aussi complètement partie de l'objet. Pareil sur le tournant colonial. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant ce que vous en dites. À la fois, vous nous montrez très bien comment est-ce que c'est ça, probablement c'est à ce moment-là que se joue, que s'impose cette idée d'un ordre hétéronormatif et d'une binarité de genre et qui façonne, non seulement dans ces sociétés-là, mais aussi qui façonne et qui fige nos représentations de ces sociétés-là. Mais en même temps, la question est posée, comment recomposer une perspective historique moins surdéterminée par le butoir colonial du XIXe et du XXe siècle, sans minorer un basculement si décisif. Pareil sur la notion de patriarcat, je trouve que c'est hyper intéressant, en disant voilà un concept qui est à manipuler quand même avec prudence, en veillant à ne pas plaquer cette notion-là sur des contextes ou des réalités historiques pour lesquelles il ne serait pas adapté. Donc, effectivement, le patriarcat, c'est le genre de concept qui peut à la fois écraser tellement la réalité empirique, il devient tellement lourd, tellement déterminant que finalement, on trouve ce qu'il charrie et finalement, il y a une dimension un peu tautologique. Et ça, c'est vrai. Donc, on oublie un peu le patriarcat, mais en même temps, vous y revenez après en disant que finalement, quand même, il ne faut pas lui vider de tout son sens et qu'on peut y trouver une forme de pertinence, notamment parce qu'il est important dans ces théories, dans ces mobilisations féministes qui font aussi partie de l'objet lui-même. Pour finir sur cette exemplarité, cette leçon de sciences sociales qui est donnée dans l'ouvrage, c'est la modestie, je pense, de la méthode. C'est une méthode à la fois modeste et extrêmement opératoire. Donc c'est un peu la méthode idéale, je dirais, de ce point de vue-là. J'ai bien aimé cette façon de dire, le parti pris, c'est observer et décrire pour commencer. Ça, je trouve que c'est quand même, oui, c'est un peu, c'est ce qu'on est censé faire. Et donc, pas d'abord plaquer des concepts, plaquer des théories. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette dimension très modeste mais très opératoire, c'est de ne pas se targuer d'être allé chercher des nouveaux corpus, d'avoir trouvé des nouvelles sources. Alors, ce qui, j'imagine, est un peu le rêve de l'historienne, malgré tout, quand même. Je pense qu'il y a un côté assez fascinant quand on a trouvé des nouvelles sources que personne n'avait lues jusqu'à présent. Et là, finalement, ce qui est fait dans l'ouvrage, c'est des sources qui étaient déjà connues, qu'on avait sous le nez, d'une certaine façon, mais où, avant, l'historiographie avait raté toute une série de choses autour justement de ces questions, de cette place des femmes, de ces questions d'identité, de minorité sexuelle, etc. Alors, pour finir, j'aimerais venir sur... ma question, elle va être autour de la réception du livre, parce que là, il y a vraiment une ambition de dialoguer. C'est-à-dire que c'est pas un livre... C'est un livre... vous le dites plusieurs fois, je signe dans... L'idée, c'est d'aller dialoguer avec ses collègues et ses amis,
qui sont aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a beaucoup de... vous faites plusieurs fois référence au milieu de la recherche au Maroc ou dans d'autres sociétés maghrébines, en se demandant comment est-ce qu'on peut faire pour dialoguer, justement, sans s'imposer, notamment en ayant eu recours à ce concept de genre. Ce concept de genre qui suscite de nombreuses résistances, ça je le sais parfaitement pour travailler sur le monde catholique, mais une des dimensions de cette résistance, et c'est vrai aussi dans le monde catholique, c'est qu'il y a une résistance nord-sud. Que ce soit la cause des femmes ou la cause des minorités sexuelles, elle est souvent considérée comme importée dans sa forme, dans la façon, dans le répertoire d'action qui est employé, et elle peut apparaître comme une exigence de conformation forcée. C'est une expression que vous utilisez, et d'un point de vue scientifique, comme une forme d'hégémonie, l'hégémonie, la production théorique, la conception conceptuelle participant de cette hégémonie scientifique. Et donc, il y a l'idée, finalement, d'aller dialoguer avec ses collègues, probablement dont la production est minorée sur la scène académique internationale. Alors, je trouvais que c'était intéressant, notamment, d'évoquer le fait que c'est des productions qui peuvent être faites en français, par exemple, et que, justement, par rapport à l'anglais, ça leur assure un moindre rayonnement, et aussi parce que finalement la production est très... il y a une effervescence très grande dans plusieurs pays européens, aux États-Unis, etc., et que voilà, il y a un peu une dépossession finalement de leur propre histoire. Alors c'est peut-être un peu tôt pour poser cette question, il n'y a pas de bilan à faire parce que l'ouvrage est apparu il y a quelques mois seulement, mais voilà, quelle a été la réception de l'ouvrage de l'autre côté de la Méditerranée, et est-ce que justement cette volonté de dialoguer avec ces collègues-là, et de ne pas cette volonté aussi de faire le pont, qui est la position que vous revendiquez, voilà, quelle est-elle ? Merci beaucoup, Céline. Merci pour toutes ces remarques. Et je suis vraiment comblée. Oui, c'est vital pour moi, évidemment, d'avoir ce dialogue qui a été constant de toute façon dans mon travail. Je n'ai jamais travaillé en perdant de vue les échanges avec mes collègues au sud de la Méditerranée, dans les universités maghrébines, mais j'ai effectivement ressenti cette difficulté à parler en temps réel, alors de questions qui sont en débat de manière banale ici, et qui là-bas n'auraient pas le même impact, à la fois pour des raisons de structuration du débat qui sont différentes, ou pour des raisons d'accès tout simplement à la littérature, ou pour des raisons plus politiques ou sociétales. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir parler de questions de genre ou de questions de sexualité sans les heurter et sans paraître importer des normes, une injonction, ce que Joseph Massaad a défini comme l'international gay, comme une sorte d'opération hégémonique, effectivement, et brutale. Et moi, j'ai pas ressenti cette difficulté parce que, justement, j'en appelle à une histoire déjà là, j'en appelle à redécouvrir une histoire endogène et interne, et des vérités déjà là. Et donc ça lève au contraire une hypothèque, ça apporte plutôt un effet de soulagement, et le fait d'être dans cette position tout à la fois d'intériorité et d'extériorité me donne aussi peut-être plus de latitude pour lever un lièvre, ou mettre un peu les pieds dans le plat parfois. Donc jusqu'à présent ça s'est bien passé. Après, et la grosse difficulté, c'est plutôt la question de la circulation des livres et du coût des livres transposés dans des monnaies non convertibles aussi. Donc c'est là qu'est le vrai problème, je dirais. Est-ce que je continue un petit peu, oui, ou comme vous voulez? Un petit peu. Hein, oui, non. Bon, voilà, un petit peu. Voilà. Juste pour revenir, par exemple, sur la question du patriarcat.
C'est vrai que c'est pas simple parce que c'est une notion absolument omniprésente à l'heure actuelle dans la militance, les militances féministes. Et moi, je le reconnais pleinement pour sa valeur analytique et de combat. Je suis plus critique pour sa valeur descriptive en tant qu'historienne. Et là, c'est aussi un enjeu. Je dois notamment débattre bientôt avec des militants justement sur ce plan. Je compte vraiment expliquer que patriarcat, historiquement, c'est à revoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, par exemple, le fait que beaucoup de femmes étaient veuves, célibataires. On est en train de réévaluer à la hausse la question du célibat dans les sociétés islamiques. Donc, beaucoup de femmes n'avaient pas de tutelle masculine, tout simplement, pour toutes sortes de raisons. Et donc là, c'est quoi le patriarcat? Voilà, c'est cela que je voulais mettre en exergue, en fait. Merci. Merci Jocelyne. Donc on passe tout simplement à Alain. Merci Rainer, merci Jocelyne. Merci Céline et par avance merci à Anne. Merci de m'avoir invité à cette table ronde, à cette table d'hôtes. Alors je suis content d'y être, tu peux l'imaginer, même si je ne suis pas sûr d'être compétent à y être. Lorsque Jérôme m'a demandé d'y participer, j'ai tout de suite dit oui, évidemment. Même si circulait dans nos murs l'idée que cela correspondait à un livre très monumental, ainsi de suite. Il y avait une sorte de mythe avant même la publication de ton livre, et que quand je l'ai découvert, j'ai été un peu soufflé. Comment faire face au monumental? Alors pas simplement le monumental de la quantité, mais le monumental que j'ai découvert, c'est-à-dire en le lisant, en le parcourant, celui de la qualité et de la tenue. Mais tu nous fournis une piste de sortie à un moment donné. Comment faire? Comment faire pour donner voix au chapitre, et donner voix au chapitre en imaginant par ailleurs ce que pourraient être les voix de Céline et les voix d'Anne, c'est-à-dire en imaginant ce qu'elles allaient traiter. Alors peut-être que je dis, il ne faut pas que j'aille de ce côté-là. La question des voix, donc, de la mienne ici, pourquoi après tout, des petites voix que tu convoques aussi, celles qui ne sont pas là mais que tu imagines perdues dans la neige, dans la montagne, et puis celles que je voulais introduire pour commencer, parce que peut-être je me suis dit que c'était là où l'on voulait en venir, avec une petite voix coréenne du XIIe siècle, qui vient de très loin, du fond des âges, d'un pays lointain. Je cite. « J'ai entendu dire qu'autrefois existait Noa, mais elle n'était pas une souveraine céleste. Elle n'a fait qu'aider Fuxi à gouverner les 9 provinces. Quant à Luji et Wujiao, ayant rencontré un souverain jeune et faible, elles prirent en main les affaires de l'État et exercèrent le pouvoir impérial. Cependant, les livres d'histoire ne purent ouvertement les appeler rois, mais écrivirent seulement impératrice Wei-Lu et impératrice Wu. D'un point de vue cosmologique, le yang est fort et le yin est doux. D'un point de vue humain, l'homme est supérieur et la femme inférieure. Comment pourrait-on permettre à une vieille femme de sortir du gynécée et de trancher les affaires de l'État? Le royaume du Silla a élevé une femme et l'a placée sur le trône. C'est véritablement une affaire propre, autant chaotique. Que le pays n'ait pas sombré relève du miracle. » Alors, je ne serai pas surprise d'apprendre qu'il s'agit d'un lettré confucéen de l'époque des Song, mâle bien sûr, ainsi de suite. Je voulais te le restituer en me posant la question de quand même ce qui me rattachait au point de contact ici entre toi et moi. Le premier auquel j'ai pensé m'a renvoyé à un intérêt que j'ai récemment pour des récits de vie, et notamment le récit de vie d'une femme de la haute aristocratie urbaine coréenne des années 10 et 20, récit de vie recueilli dans les années 70, et donc qui m'a raconté, qui raconte ce qui se passe dans sa vie, une certaine Madame Song, et qui a défait, en le lisant, totalement tout ce que je pensais savoir sur ces femmes
confucéenne, et je reviendrai là-dessus dans un instant, celle a priori assignée aux quartiers intérieurs, à l'enfermement, à la sédentarité, et donc exposée au patriarcat, cette fois confucéen. Alors, patriarcat qui leur permet de sortir la nuit. Les femmes peuvent sortir la nuit. C'est un premier genre de pont que je voulais faire avec toi. Il y en a un qui me paraît plus important, et je pense que tu le partageras totalement avec moi, c'est celui qui est le cadre de l'école. Ce qu'a rendu possible l'école, ce que c'est que faire école, ce que peut l'école. Alors parfois on peut en être désespéré, parfois dire mais non, il y a des choses qui ont marché, et je voulais évoquer ici bien une longue amitié, et de mon côté une admiration aussi. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, qu'on a des échanges discrets sur divers sujets. Alors j'aurais pu commencer ce sujet en te rappelant ce qu'a été à un moment donné le fameux séminaire de l'amour. Tu étais déjà dans cette question-là et auquel j'ai participé. De façon plus importante, le séminaire que nous avons animé avec Amit, c'était maintenant il y a 20 ans, qui s'appelait Air culturel à la marge, sciences sociales à la marge, qui explorait les différentes manières d'être marginal, la façon dont toutes les aires n'étaient pas égales entre elles et que ta marginalité à toi n'était pas la même que la mienne du point de vue aréal, la marginalité différentielle des disciplines par rapport à ces terrains aussi, et toujours dans l'idée, dans ce séminaire, si on s'en souvient bien, de relier l'actualité la plus vive des recherches en cours en sciences humaines et sociales, et il y avait plusieurs disciplines qui avaient été convoquées dans ce séminaire, et ce qui était l'actualité de questionnements civiques et politiques, ce qui ouvre sur des lectures. Donc l'école, c'est aussi se lire entre collègues. Donc les lectures pour moi très fructueuses de ce que tu as produit, ça peut aller, Rainer en a cité certains, islamicité, le sais aussi, comme citoyen français, m'a particulièrement éclairé. Un texte que tu écris sur la question de la comparaison, plutôt dans les annales sur le plan plus méthodologique, où déjà se questionner la question de la mesure, de la commensurabilité, de l'incommensurabilité. Ton livre, bien sûr, sur Lingua Franca, qui évoquait beaucoup de choses de mon côté, du côté des communautés graphiques, dans toute autre situation coloniale. Et puis enfin, je voudrais terminer ce bref balayage des ponts qui déjà nouent les différentes dimensions de ce qui est dans ces 3 volumes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, un grand colloque où tu m'avais convié, ça devait être, je crois, à Madrid. C'était en Espagne. Voilà, sur les questions d'empire. Et il faut que je te l'avoue, des années après, ainsi de suite, le désarroi qu'a été pour moi ce colloque à Madrid sur les questions d'empire. Essentiellement parce que, au-delà d'espagnol, se mettait en scène et en échange et en commerce un ensemble considérable de références savantes que je n'avais pas, que je ne partageais pas, qui n'étaient pas les miennes, tout simplement. Ou bien, parfois même, mon ignorance sur des dates qui étaient pour toi totalement transparentes. En même temps, voilà, quelque chose en est resté, et c'est ça aussi, je dirais, l'école, faire des ponts. Alors, passer ce temps des questions de communalité, comment aborder ton livre, qui est, comme ça a été souligné aussi, un beau livre, comment le lire. On pourrait déjà passer presque une journée d'études entière sur les 75 pages de l'introduction. Et là, je voudrais déculpabiliser Romain, d'abord en lui rappelant que Pierre Bayard nous invite dans un ouvrage fameux à dire comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Et c'est pas Pierre Bayard simplement qui nous y invite, puisqu'il dit que c'est la seule manière possible de lire, notamment face à la surproduction actuelle dans divers domaines, mais tu nous y invites aussi. Et c'est là que Romain, tu n'es pas coupable, puisque Jocelyne nous écrit « L'ouvrage présent doit pouvoir se lire aussi bien de manière cursive, au fil de son argumentation, d'une démonstration qui court d'un chapitre à l'autre, qu'au hasard d'une page, de quelques pages ouvertes
en le feuilletant. Je l'ai conçu à dessein comme riche de voix et de citations, de récits enchâssés, ainsi que de descriptions matérielles de personnages. Bien, j'ai suivi ton conseil, donc j'avoue, je n'ai pas pu matériellement lire toutes les pages et tout ça, mais j'en ai lu un certain nombre, et comme cela, comme on atteste les signer, un certain nombre de chapitres qui m'ont plus particulièrement retenus. J'ai retenu que c'était une machine de combat aussi, qui était arrimée à une irritation. Il y a une sorte, pour moi, une sorte de base continue d'irritation qui est portée par des notions, parfois par des métaphores d'un texte qui, on l'a souligné, est très bien écrit. Et je vais schématiser, donc il y a un combat contre, et là j'ai fait une série de mots, contre ce qui est figé, binaire, anachronique, saturé, incommensurabilité des mondes, écran, 19e siècle, colonialité, anthropologie historique, macro-comparaison, topoi, sécable, hybride, manque, invisibilité, enfermé, hyper-cohésif, méta-récit, global history, femme puissante, sens commun. Voilà, ça revient, donc Céline a fait un début de lexicométrie sur certains, il faudrait les reprendre, c'est vraiment, on sent ça, c'est vraiment de la base continue, mais il y a quelque chose qui se propose. Contre cela, toute une autre série de mots, je les mets aussi en ligne, en série, actorialité, trame, mobilité, osmotique, intrication, coproduit, ouvert, poreux, modal, connaissance micrologique, commun, lieu en commun, descriptif, ordinaire, attention, contexte, aléa. J'en passe, sans doute. Bref, ce que tu appelles l'histoire à pleines dents. Alors, cette histoire à pleines dents, qu'est-ce que moi je peux en faire? Et là, je ne vais pas faire mon malin. Pourquoi je ne vais pas faire mon malin? Parce que fondamentalement, sur les deux grands thèmes qui sont les tiens, ceux qui enlacent donc, et intriquent, hein, j'aime bien cette métaphore, aussi des atomes intriqués qui, même à distance, sont toujours l'un avec l'autre, où s'intrique le genre et le politique. Je ne travaille pas du tout sur ces thématiques-là, et encore moins, bien sûr, sur l'islam en longue durée. Alors, évidemment, et je pense que c'est à ce titre-là qu'à un moment donné, j'ai été aussi invité à participer à cette table ronde. Je peux immédiatement mobiliser des effets de ressemblance, d'analogie, d'écho pré-comparatistes. On n'est même pas dans la mauvaise comparaison macro que tu dénonces, dans ce qui pourrait être mon air. Et essentiellement, ce que j'ai commencé à proposé tout à l'heure avec la petite traduction de Kim Pouchik, du côté du confucianisme. Ce qui serait une manière de lancer le débat, puisque tu écris en conclusion, il me semble, hein, l'islam, plus que d'autres cultures ou ensemble de sociétés, figure un socle éminemment cohésif, non miscible, non fissible, sinon à ses périphéries, le mouvement ou l'échange étant dévolu à des minorités confessionnelles ou des transfuges. Je pourrais écrire cette phrase, ainsi remplacer islam par confucianisme. On a évoqué tout à l'heure le moment de la fin des années 80 et du début des années 90. Tu te souviendras aussi que c'était les grandes années du débat Huntington, du clash des civilisations. Et vous vous souviendrez que dans le texte de Huntington, il y a un agent géopolitique qui est l'islamo-confucianisme. Il y a un axe qui est construit dans ce texte-là. Donc on pourrait lancer la discussion de ce côté-là. Quelle est la bibliothèque que je mobilise autour de cette question des gynécées, de l'entrelacement du politique et du genre dans le monde sinisé confucéen? Alors je ne vais pas m'y risquer parce que je ne suis pas non plus du tout spécialiste
de cette question-là. Je vais y revenir quand même rapidement dans un instant en te disant, ou en disant à ceux qui nous écoutent, moi ce qui m'a retenu, intéressé, inspiré, sont des suggestions de nature variée. Parfois méthodologiques, parfois thématiques, une manière de... Voilà, la façon dont tu nous donnes ou tu me donnes à penser. Le premier point peut-être, c'est un point méthodologique sur les questions que tu développes sur l'invisibilité. D'invisibilité des femmes dans des sources qui sont massivement, non seulement androcentriques, mais andrographiques. Tu emploies ce mot-là, non? Andrographique, ainsi de suite. Et j'ai été sensible à cette critique-là, alors celle qui nous invite à relire ces sources-là autrement, à les mobiliser, parce que c'est une question que je rencontre aussi quand je travaille sur l'urbain, dans ces... même sur des sociétés urbaines du XXe siècle en Corée coloniale, il y a une invisibilité massive de l'essentiel de la population. C'est-à-dire, on ne voit pas grand monde, finalement. Deuxième point qui m'a sollicité, ton insistance sur la façon de penser la formation politique marocaine comme une construction impériale. De repenser cela comme un empire. Et là encore, cela peut faire sens pour moi dans l'échelle et la longue durée de la péninsule coréenne, où existent aussi ces phénomènes subimpériaux ou d'empires régionaux ou d'empires encastrés dans des empires, enfin quelque chose qui implique de penser le phénomène impérial dans d'autres mesures et distances que celles que l'on a l'habitude de croiser. Ce sont des empires très grands, avec beaucoup d'espace, beaucoup de population, et ça fait sens. On pourrait aussi comparer le Maroc peut-être et la Corée. Et puis, dans le même ordre d'idées, c'est plus acquis aujourd'hui, ta dénonciation de ce que j'ai appelé, en fait, je ne le dis pas, la surcolonialité. C'est-à-dire quand on travaille sur les sociétés coloniales, la façon dont la situation coloniale ou la colonialité, quelque part, envahit tout et sature toutes les analyses. Donc renvoyant à cet article fameux sur « Tout est-il colonial » dans le Maghreb colonial. Alors ce sont les trois points qui m'ont particulièrement inspiré. Et donc ce faisant, je vais résister à la tentation de faire comme si j'étais compétent sur le patriarcat confucéen, même si évidemment j'ai été intrigué par la mention que tu fais de la Corée dans ton introduction, un peu sceptique parce qu'en fait Amy Eisenkalander, je l'avoue. Ce qui m'a surpris, parce que finalement j'ai travaillé quand même, non seulement je t'ai lu, mais j'ai cherché un peu sur des sujets qui ne sont pas du tout les miens, donc j'ai fait ma bibliographie. Et ce qui m'a surpris, c'est de ne pas trouver grand-chose, très peu de choses, alors que on le sait bien, tu l'évoques un peu à travers et la Chine et la Corée et le Japon, les JNC royaux, les JNC, c'est une institution sociale considérable. Quasiment pas de recherche sur ce sujet-là, à la différence, visiblement, de ce que tu évoques sur ton bord. À la rigueur, quelques travaux sur les reines, donc les Queenship Studies, mais encore une fois, dans un schéma que tu décris, et là, pour le coup, on est dans le même, essentiellement focalisé sur l'intérieur du palais, avec les mêmes catégories qui ne fonctionnent pas déployées, donc public-privé, par exemple, et généralement des incidences sur ce que cette histoire, quand elle est écrite de ce point de vue-là, ont sur les mouvements féministes aujourd'hui. Là, on a exactement le même schéma. À l'inverse, très peu de choses sur ce qui se passe dans cette société, y compris dans la société palatiale, et pourtant, là, voilà, et sur la façon dont elle se dit dans les langues locales en termes spatialisés. Le monde du harem, pour toi, il est sacré, donc en latin, sacré a un côté spatialisé, parce que c'est un espace qu'on délimite, mais dans le corpus des langues qui utilisent des sinogrammes,
ça renvoie presque toujours à l'idée... Alors, il y a l'idée d'intériorité, hein, cette histoire entre l'intérieur et l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup plus souvent l'idée de l'arrière, de ce qui est à l'avant et de ce qui est à l'arrière. Alors, je n'en sais pas plus, je ne fréquente pas les sources de cette époque-là. Je voulais conclure avec différentes questions. J'en avais une série, et c'est le point qui m'a le plus intéressé, parce que ce sont, je dirais, les thèmes sur lesquels je travaille, à l'intersection de la morphologie matérielle et de la morphologie sociale quand on fait de l'histoire urbaine. Mais avant cela, t'interroger peut-être une question sur les périmètres, et notamment sur les périmètres. Alors, il y a le Maroc, il y a le Maghreb, et puis il y a ailleurs, et sur les périmètres de ton objet. Maroc, Maghreb, Méditerranée, il y a du Proche-Orient, il y a le monde ottoman qui est très pressant, il y a un peu, les frontières, il y a un peu d'Inde moghole, mais on s'arrête là. On s'arrête là. Donc la question que je voulais te poser là, c'est pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Qu'est-ce que tes objets, tes questions deviendraient si tu les passais en modalité asiatique? Alors pas asiatique du côté confucien, mais asiatique du côté musulman, islamique. Qu'est-ce que ça donne, le harem, sérail, gynécée, dans le monde malais, dans le monde indonésien? J'ai vérifié chez Lombard. Alors chez Lombard, c'est 3 volumes aussi, hein, c'est assez ample, mais c'est beaucoup moins de pages. Pas grand-chose. Alors que Denis Lombard était très attentif à la question des échanges, des ouvertures, il n'y a rien de ce côté-là. C'était une première question. J'en avais une plus générale pour conclure sur un peu autre chose. Sur la question du figé, de l'inerte, de l'inexorable résistance des schémas écrans. Tu écris que quoi qu'on fasse, autant qu'on y travaille, autant qu'on fasse de la recherche, ça ne bouge pas. Dans le sens commun, ça ne bouge absolument pas, ou ça bouge lentement. Tu as évoqué tout à l'heure, et tu l'évoques dans un aussi, voir, tu dis, ça régresse. Et non seulement tu as évoqué une régression dans l'espace public, dans le sens commun, dans les espaces civiques, mais tu as même évoqué, tu évoques dans une régression du côté des sciences humaines et sociales. Il y a une accusation à la fin de ton introduction en disant, ouais, aujourd'hui, de nouveau, chez les historiens, hein, il y a des gens qui réactivent les anciens schémas. Alors, quelle explication as-tu pour cette inertie et pour le fait que ça régresse? Voilà. Alors, merci beaucoup Alain, et merci d'avoir évoqué nos collaborations amicales. Effectivement, c'est un projet de longue date d'avoir tenté de travailler ensemble à déspécifier nos aires culturelles respectives. Je vais m'en tenir peut-être aux 2 dernières questions que tu as soulevées. Tout d'abord, le Maroc et ailleurs, donc jusqu'où porter le regard. L'idée était de ne pas faire une monographie, mais donc de Marc Boutet au Maroc pour aller porter le regard beaucoup plus loin. C'est là que je trouve la limite aussi d'un travail un peu solitaire. À vrai dire, j'ai dirigé et co-dirigé beaucoup de publications collectives avant ce livre, et donc il est venu un moment où j'ai éprouvé le besoin de me recentrer sur moi-même et de trouver ma propre voix, parce que quand on travaille à publier un livre de 40 textes avec 40 auteurs différents, à un moment on ne sait plus très bien ce qu'on écrit, et même je dirais on se perd un peu, et donc j'ai finalement travaillé très seule, et c'est là que
peut-être il aurait été utile, important d'échanger, en particulier avec des collègues travaillant sur l'Indonésie, sur la Malaisie, et j'en connais en plus, mais j'ai vraiment travaillé avec mes propres ressources et la force de mes capacités à lire dans des langues étrangères, etc. Donc c'est vrai qu'il y a peu de choses, effectivement, peu de mentions sur l'Asie musulmane, ça manque. Sur l'Afrique subsaharienne, j'ai mobilisé les travaux dont j'avais connaissance, notamment sur les harems du Nigeria, du royaume du Kano, mais ça aurait pu être plus systématique comme enquête. Donc il y a effectivement des asymétries dans la mobilisation des connaissances qui sont le reflet de mes simples limites, mais comme tout travail est nécessairement programmatique et doit inviter à aller plus loin, de manière consensuelle ou non, donc je serais heureuse justement de pouvoir poursuivre l'échange ou passer le relais à d'autres pour explorer ces dimensions. Et parfois, je dirais à la limite, pour, je dirais pas prendre la défense d'Amy Callender, mais se faire signe vers la Corée quand on travaille sur la Tunisie, que la comparaison au fond soit juste ou fausse, déjà ça produit un effet libérateur. Ça dénoue, ça ouvre une porte. J'ai presque envie de citer ici Ernest Gellner, qui était très en vogue justement quand j'ai commencé à travailler sur le Maghreb à la fin des années 80, au début des années 90. Gellner disait un modèle faux vaut mieux que pas de modèle du tout. Et une comparaison fausse vaut aussi, quoi, finalement. En tout cas, doit insister à aller y voir. Mais bien sûr, j'ai essayé de tout vérifier. Et quant à ce que tu dis du figé, de l'inerte, ce que j'éprouve, comment dire, il y a un peu d'énergie du désespoir dans cette rédaction, je dois le dire. Les années que nous avons traversées, les 30 ans que nous avons traversés, au moins depuis 1990, ont été difficiles, et tous les gens qui travaillent sur le monde musulman ont dû porter ce poids sur leurs épaules, l'impression parfois de prêcher dans le désert, de parler dans le désert, d'être estimés complices de l'inavouable, enfin on a travaillé dans des conditions psychologiquement et moralement parfois très très pesantes. Donc c'est pas de l'irritation, c'est de la colère. Et la colère est bonne, elle est nécessaire, il faut de la colère. Il faut l'exprimer avec nuance, il faut l'exprimer avec maîtrise, mais il faut de la colère. Et on arrive à un moment où on ne peut plus opposer simplement un monde des chercheurs qui serait un monde de la nuance et de la vérité, en quelque sorte, et un monde du sens commun où on serait dans l'erreur, dans l'idéologique. Non, il y a une partie de la recherche qui bascule dans l'idéologique pour des raisons soit opportunistes, soit pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fractures internes à assumer. Et quand tu dis qu'il y a des formes de régression, ce sont des résistances justement à bousculer des conceptions un peu rétrogrades, justement, des analyses sur l'islam. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des collègues qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous racontez avec votre mise en cause d'une historiographie du déclin ?» Bien sûr qu'il y a eu un déclin, mais bon, on peut dire que ce sont des combats d'arrière-garde, mais ils trouvent place sur les plateaux de télévision notamment. Donc. Merci Jocelyne. Alors Anne, bon. Déjà, je suis contente parce que j'ai lu le même livre. Donc, quand on parle de la dernière, c'est toujours la question, est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé? Donc, je vais néanmoins dire des choses qui ont déjà été dites, mais c'est assez rassurant finalement. Donc, le livre de Jocelyne est vraiment monumental, ça a été dit plusieurs fois, et il était tout compte fait
bien hasardeux d'accepter l'invitation d'en faire un commentaire public, tant il est quasi impossible d'en faire le tour, effectivement. Donc ce ne sera donc pas le projet de ma prise de parole, qui aura pour but de repérer quelques arguments particulièrement significatifs de mon point de vue d'historienne de l'art, d'abord, et d'historienne des cultures matérielles et visuelles des mondes noirs, ensuite, d'autant que le Maroc est, à la lecture du livre et au regard de ses illustrations, proprement un des mondes noirs, un des lieux donc de la longue histoire de la diaspora noire. Avant toute chose, voici ce que j'ai compris de l'ambition générale du livre de Jocelyne, que par ailleurs j'aimerais beaucoup entendre, et là je l'ai écrit donc avant qu'on ne soit là, sur son travail dans l'école, puisque le livre est une synthèse de recherche menée au cours d'une longue carrière d'historienne du politique. Et c'est en effet une somme dans le sens où on comprend que Jocelyne a travaillé de manière parcellaire depuis la fin des années 80. Et ainsi, elle a étudié les sociétés de l'islam, le Maroc, des points de vue de la langue, du genre, de la domesticité et de la racialisation des différents espaces publics et privés. Ces travaux lui permettent aujourd'hui de rectifier un ensemble de clichés au regard de la condition féminine en terre d'islam et de la figure fantasmée du despote musulman, motif, donc, on l'a compris, qui sature l'espace public, comme la recherche, avant tout la recherche exogène, mais aussi, si j'ai bien compris, en partie donc la recherche endogène. J'aimerais beaucoup comprendre, chère Jocelyne, comment tes recherches, mais tu l'as dit en fait depuis tout à l'heure, et leur dimension politique au regard de la perception des sociétés de l'islam, a nourri les travaux à l'intérieur de l'école au cours de ta carrière, à l'égard des étudiants, bien sûr, mais aussi en discussion avec les collègues. Et c'est ce que j'ai compris dans l'heure qui a précédé. Parce que le livre m'est apparu comme un pavé jeté dans la mare depuis le point de semi-extériorité qui est désormais le tien. Et ça corrobore un peu tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Une phrase en particulier, et là j'ai retenu la même phrase que Céline, tirée de l'introduction me semble résumer l'enjeu majeur du livre, donc c'est en page 43, comment recomposer une perspective historique moins surdéterminée par le butoir colonial du XIXe siècle et du XXe siècle, sans minorer un basculement si décisif. Il s'agit donc, dans la compréhension que j'ai du livre, non seulement de mettre en avant une perspective historienne, et non pas anthropologique ou culturaliste, et tu évoquais justement la manière dont tu avais un peu bougé, j'y reviendrai, mais aussi de démonter le surplomb donc, de cette représentation coloniale, qui n'est pas non plus totalement fausse, selon toi, parce qu'elle a façonné rétrospectivement un cliché qui écrase l'histoire de toutes les formes de vie alternatives. Tu ajoutes, sans renoncer non plus, à la compréhension de ce que ce temps colonial a effectivement transformé au cours de la première partie du XXe siècle et dont il existait des prémices depuis 1800 et le règne de Louis Bonaparte en Espagne et par effet capillaire depuis la prise d'Alger par les Français donc en 1830. Tu as donc travaillé dans une double perspective, étudié les sources variées donnant accès à l'expérience vécue par les acteurs et les actrices du harem, les dénicher et les exploiter au maximum et en même temps analyser donc les stéréotypes de représentation européens comme des controverses historiques, comme des éléments d'idéologie adverses et parfois continus. Dans ton livre, ces éléments s'avèrent constituer un même puzzle permettant à la fois de réviser et d'ajuster la réalité des vies dans le harem et parallèlement de comprendre la généalogie de ces clichés comme leurs usages politiques. C'est ce que tu as appelé depuis une première publication en 1995, les lieux communs, qui sont tout autant des espaces d'échange et d'interaction que des poncifs qui, cumulés, reconduits, réitérés, deviennent des caricatures opacifiant donc une réalité plus complexe. J'en viens à deux éléments fondamentaux du livre qui me sont plus familiers, la place faite aux images et la critique du culturalisme que je comprends dans le cadre du livre comme la critique de l'orientalisme. La place des images est en effet remarquable par son nombre, et je dirais approximativement, mais j'ai hâte de voir si j'ai raison, environ 300. Bon, je suis fière de moi parce qu'il n'y a pas de liste finale, donc je me disais une chose comme ça. Et par la variété des médiums, donc enluminure, gravure, peinture, dessin, photographie, carte postale, dont les auteurs sont souvent européens, et on a compris pourquoi en début d'exposé, mais non pas exclusivement, et essentiellement pour les périodes plus anciennes, et l'iconographie va du 9e siècle au 20e siècle. Cependant, Jocelyne avance n'avoir pas été formée en histoire de l'art, ce qui peut-être, elle l'écrit, ce qui peut être compris comme une précaution anticipant la réserve corporatiste et conservatrice de mes collègues. Quant à moi, qui revendique le fait que l'on m'a plusieurs fois contesté d'ailleurs d'inscrire mes travaux en histoire de l'art, je vois en effet
une nuance particulièrement féconde dans la distinction de ton approche. Là où le travail de l'histoire de l'art, tel que je l'entends en tout cas, commence par penser visuellement, matériellement et génétiquement sur le plan des formes, autrement dit où une dynamique et une vérité de l'image s'imposent par l'inscription dans un corpus plus ample, dans une série d'images qui parlent à travers un faisceau d'autres, et en marge d'un propos textuel, ce qui conduit le travail de l'historienne, et en l'occurrence de Jocelyne pour ce qui a trait à l'image, je crois que c'est le surcroît de preuves. C'est l'observation de réalités issues de sources écrites qui sont corroborées par une image, non pas comme une décalcomanie d'un argument littéraire, mais bien comme une preuve, que ce soit d'ailleurs d'un cliché ou que ce soit d'une anomalie par rapport au poncif. Dans le livre, l'image est une alliée de l'histoire en ce qu'elle donne à voir en plus ce qui a été débusqué par l'analyse historienne des sources textuelles, mais elle est aussi une ressource dans le cadre d'une enquête sur la greffe d'un imaginaire persistant par rapport à une réalité dissidente. Et je donne rapidement 2 exemples. La plausibilité de troupes militaires multiraciales combattant en Espagne, fondée sur des récits, est confortée, dans le chapitre 2, par une vignette tirée d'un manuscrit médiéval, le Cantigas de Santa Maria de 1260. Et là, il y a tout de suite un report de la preuve sur les images où effectivement on voit, y compris des chevaliers noirs donc dans l'image. Et puis, 2e exemple, le camé représentant Diane en africaine, très beau camé, dans le chapitre 4, alimente l'hypothèse selon laquelle la noirceur n'est pas systématiquement perçue péjorativement. La culture visuelle est, quoi qu'il en soit, la meilleure alliée d'une enquête sur les constructions fantasmatiques, parce que l'image travaille à la synthèse et souvent, même si superficiellement, à l'univocité de la saisie d'une situation, modelée sur une sélection de possibles pour n'en donner à voir qu'un échantillon unique et fixe. C'est d'ailleurs la double acception du terme cliché, qui, comme on l'a vu, revient au moins 30 fois. Juste dans l'introduction, tu disais en plus, dans le premier volume. Donc cliché. Dans le domaine de la gravure et de la photographie, qui est l'origine du terme cliché, c'est une matrice à partir de laquelle on démultiplie les exemplaires, voire des avatars qui s'altèrent à mesure que s'use le négatif, qui se réduisent donc à un schéma élémentaire. Le cliché, c'est aussi une pensée ou une expression propre à une idée préconçue dont on a oublié la source, ou bien une pensée banale, convenue, sans substance, à force d'être répétée. Ainsi, le cliché dans le livre de Jocelyne est un équivalent de son lieu commun, mais dans ce cas, propice à l'étude de la trajectoire transculturelle du harem. Du Maroc à la France, par exemple, tel qu'il fut véhiculé, notamment par l'illustration de presse de 1900, que l'on découvre donc dans le chapitre 7. Ainsi, la notion de cliché, comme avant elle, celle de lieu commun, est particulièrement opérante dans le travail de Jocelyne parce que les 2 significations sont, et je suis désolée de l'employer, insécables. Le 2e argument remarquable, toujours à mes yeux et parmi de nombreux autres, tient dans la critique virulente, je trouve, de l'approche culturaliste, et donc en l'occurrence orientaliste. Voici ce que Jocelyne écrit. L'enjeu pour le présent n'est donc pas seulement de déconstruire des stéréotypes, d'infirmer des contre-vérités, il est aussi et avant tout de retrouver le sens d'une histoire, d'une historicité, d'actorialité diverses et de révoquer une entrée exclusive et a priori par la culture. Jocelyne estime donc que c'est grâce aux méthodes proprement historiennes qu'il est possible de décaper la perception impressionniste du Maroc, voire de l'Orient, dont la construction coloniale a été plaquée sur tous les temps et où trônent les figures du tyran et de la femme recluse. Il me semble que la conviction et la défense disciplinaire de Jocelyne reposent sur le fait qu'une restitution sur la longue durée de la variété politique qui a fait l'histoire du Maroc, mais aussi de la diversité actoriale des femmes favorites, esclaves, libres, noires, brunes, blanches, etc., qui composent le harem, sont à ses yeux le seul moyen de desserrer le joug de la représentation majorée du harem orientaliste en ce qu'il occulte un passé et un présent multiples. Or, il me semble que c'est aussi par un questionnaire nourri d'enquêtes ethnographiques que se renouvelle l'histoire du Maroc que tu écris, à commencer par l'attention portée aux mobilités, aux solidarités, aux connexions avec le groupe social à l'extérieur du harem ou encore aux influences directes et indirectes des femmes sur le politique. Je dirais même que tu inclus dans ta réflexion bon nombre de concepts qui proviennent de l'approche culturelle, y compris pour préciser son propos, y compris pour préciser ton propos, qui parfois rejettent leur efficacité, comme la symétrie, la décolonisation des savoirs, la notion de rencontre ou encore de zone de contact et même de créolisation.
Ainsi, à quel type de discours renverrait la condamnation exprimée en ces termes ? Les charges virent trop souvent au simple culturalisme et dénoncent, sans grande rigueur factuelle, le plus souvent une pathologie culturelle ou religieuse. Pour ma part, et là tu me vois venir, sur le plan disciplinaire, mes travaux participent de fait d'une approche culturaliste. Mais je revendique également leur inscription dans l'histoire, si bien que je comprends la lutte interne. Toutefois, je dirais qu'elle est résolue, en quelque sorte, par le livre même, par ton livre. Dans la compréhension que j'en fais, il s'agit non pas seulement de dénoncer les constructions simplistes et préfabriquées, mais d'élaborer à nouveau, et on l'a déjà dit d'ailleurs, des espaces, des temporalités, des interactions, des connexions passées sous silence ou de moins restées dans l'ombre pour épaissir et complexifier la compréhension des événements, y compris ceux véhiculés par la Vulgate. À ce titre, l'approche de la question raciale est particulièrement intéressante, d'autant qu'elle déborde nécessairement l'histoire et l'anthropologie, comme le montrent dans leurs livres donc Sylvia Sebastiani et Jean-Frédéric Chaube. Plusieurs questions se posent dans le livre de Jocelyne. Dans quelle mesure la partition et la hiérarchisation raciale du monde est une exclusive européenne de 1700 ? Ou encore, la structuration sociale du harem peut-elle être envisagée sous l'angle de la race, telle qu'on l'entend alors en Europe ? S'agit-il d'une projection des Européens de leur propre vision du monde sur un autre foncièrement différent ? Et je pense notamment à la perception paradoxale de la tyrannie des Noirs que tu décris dans le chapitre 5. Ou bien, dernière question, le colorisme inhérent à l'organisation sociale de la vie dans la maison du sultan est-il un racisme ? Toutes ces questions sont prises au sérieux dans le livre et grossièrement, et tu nuanceras Jocelyne, on comprend que la question de la couleur de la peau intervient dans le destin des personnes, femmes ou hommes, à l'intérieur du harem, y compris les eunuques, mais d'une part, elle est imbriquée dans d'autres considérations, genre, conditions libres ou esclaves, religion, extraction sociale, poids du groupe culturel d'origine, alliance interne, nuancier phénotypique, car il y a aussi des métis, mais elle est aussi articulée aux épopées coloniales du Maroc vers l'Afrique subsaharienne, y compris celle islamisée, à l'instar de Tombouctou, donc, comme tu l'évoques en chapitre 4. Il ressort de la lecture des chapitres le plus directement concernés par les enjeux de race que la question de l'histoire, dans son ambition de rompre avec une forme caricaturale d'un Maroc voué à une permanence, voire à une fatalité, dont la caricature tient ensemble despotisme cruel et condamnation au confinement des femmes, est renouvelée par les outils de l'anthropologie, qui ne peut donc être confondu avec le culturalisme orientaliste. Aussi se pose, et c'est... j'ai presque fini. Aussi se pose la question de savoir ce qu'est précisément cette science impressionniste, qualifiée de culturalisme, mais encore et peut-être surtout à quelles conditions une science de la culture peut avoir droit de citer dans une école de sciences sociales. Et je vois deux éléments de réponse dans ton livre, deux éléments de réponse à la question que j'ai posée au livre, et non pas qui s'impose à toi, enfin c'est pas ton problème, c'est le mien en quelque sorte, et deux éléments de réponse qui relèvent évidemment de l'histoire de l'art. Mais j'aimerais savoir, et je conclurai là-dessus, si de ton côté tu approuves cette éventualité d'un savoir critique des études culturelles, dégagé de l'approximation réductrice propre à l'orientalisme. Nombre d'images ont trait, donc dans le livre, aux histoires illustrées du costume, qui sont les premières formes d'anthropologie culturelle au XVIIe et XVIIIe siècle. La caractérisation ethnique par le vêtement est particulièrement efficace quand elle repose, entre autres, sur une visualisation. Or, je crois que ce sont les moyens de l'histoire de l'art qui permettent de départager ce qui ressort de l'observation d'après nature, c'est-à-dire directement copié d'après l'objet, à l'opposé de ce qui est un attribut culturel projeté et plaqué par les pratiques imitatives d'atelier ou encore enseigné comme motif pittoresque efficace, à l'instar de la gradation chromatique pour soutenir la dramaturgie d'un tableau. Dans ce cas, l'histoire de l'art aiguise la possibilité de décortiquer la fabrique des images grâce à des connaissances de fait internalistes et de fait culturalistes. Le second élément tient au fait d'identifier l'origine du cliché et en conséquence, comment l'arrêt sur image, la fixation d'un motif canonique, est une opportunité politique aboutie. L'histoire de l'art, par sa connaissance des mondes visuels, est la mieux outillée, je crois, pour saisir les mutations des formes et par conséquent pour soutenir l'enquête sur les usages politiques des stéréotypes. Si je conclus ce commentaire par une réflexion sur les quelques moyens propres de l'histoire de l'art, c'est parce que ce livre, encore une fois monumental, m'est apparu aussi comme une démonstration de la part constitutive du visuel dans l'établissement des sources pour l'histoire.
Ma dernière question sera donc quand et comment l'historienne du politique que tu es a-t-elle pris au sérieux les images? Merci beaucoup, Anne. D'abord, je voudrais dire à quel point la lecture de tes travaux a été inspirante pour moi. Et je me rends compte que, à t'écouter, que peut-être effectivement, je n'ai pas suffisamment questionné la question, enfin questionné le fondement des études culturelles en tant que tel. C'est peut-être un facteur générationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma réticence grandissante à l'égard d'une définition par l'anthropologie historique a été liée en partie au phénomène Huntington qu'a évoqué Alain, c'est-à-dire à une sorte de piège récurrent de la culture dans l'argumentation tant savante que commune et ordinaire. Et donc, j'ai peut-être développé une hypersensibilité à cette question, sans révoquer totalement les outils de l'anthropologie historique, bien évidemment. De toute façon, les outils dans lesquels on est formé, ils nous forment, enfin. Et par ailleurs, à ce type de travail, il faut nécessairement du bricolage, et je dirais aussi de l'audace, ça m'adresser à moi-même un compliment, mais je veux dire, il faut une prise de risque, il faut prendre des risques, et réfléchir sur le genre, par exemple, suppose de s'avancer sur des questions d'histoire médicale, de savoir médical, etc., sur lesquelles on n'est pas nécessairement compétent et formé. Donc, on ne peut avancer qu'en s'emparant d'outils qu'on n'avait pas nécessairement reçus de manière préalable. Donc c'est ce que je peux te répondre. Mais c'est vrai que cette prise de conscience de la force des images, du pouvoir des images, de l'autonomie aussi des images et de la force de preuve des images, comme tu l'as bien vu, de cet argument de la preuve par l'image, ça ne m'est venu que par ce travail, pour ce travail. Et ça a été comme une révélation et un vrai bonheur en plus pour moi, avec une impression de liberté extraordinaire, de pouvoir se donner à soi-même le droit d'interpréter une image, de l'interpréter librement. Et j'ai été spécialement sensible à tous les questionnements autour des modèles. Qui sert de modèle, pourquoi, dans quel contexte, dans quelles circonstances. Et c'est là que le texte et l'image se croisent souvent. C'est là qu'en fait il y a beaucoup de choses sur qui sert à... qui porte les costumes, dans quelles conditions est-ce qu'un peintre ou un dessinateur rencontre son ou sa modèle. Voilà, ça a été absolument passionnant. Et ça permet aussi de desserrer les voiles du harem. Bon, écoutez, merci beaucoup tous les quatre. On va, voilà, il y a encore peut-être vous voulez dire quelque chose, poser une question, voire 2 ou 3. Donc. Comme ça, c'est très intimidant quand même. Bon, ouais. Alors, écoutez, dans ce cas-là, alors il me reste que à vous remercier encore une fois, et merci aussi Jérôme pour tout ce travail, cette organisation. Et merci encore, et voilà. Et ça mérite un petit et même un grand applaudissement. Voilà.